Qu'est-ce que t'as à grimacer comme ça? Rien, c'est juste que maintenant je comprends pourquoi la plupart des vidéastes sortent pas trop de contenu en été. C'est vrai que c'est quand même un petit peu le désert. Tu pourrais peut-être parler de sujets un peu plus populaires? Quoi comme sujet populaire? Je sais pas, moi, je suis une voix dans ta tête. Je sais pas. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Pokémon. Non, je déconne, on va parler d'art pariétal. Alors tout d'abord, l'art pariétal, qu'est-ce que c'est? L'art pariétal, donc, et là je cite Wikipédia, c'est l'ensemble des œuvres d'art réalisées par l'homme sur les parois d'une grotte. À ne pas confondre avec l'art rupestre qui désigne les peintures réalisées sur des parois extérieures. C'est en 1875 que le seigneur Marcelino San Sautuola... Bon, c'est écrit comme ça. Vous les prononcez comme vous voulez. Et sa fille Maria, âgée de 8 ans, découvre les premières traces de l'art pariétal, des peintures de taureaux, sur le plafond de la grotte d'Altamira. Persuadé qu'il s'agit bien d'un art préhistorique, Marcelino présente ses découvertes à la communauté scientifique, qui conclut à un gros fake. Ce qui brisa d'ailleurs le cœur du pauvre. Ce n'est qu'en 1901, après les découvertes des grottes de Combarel et de Fond-de-Gaunes, que l'hypothèse est admise. Au XXe siècle, les découvertes se succèdent, notamment la grotte du Pêche-Merle dans les années 20 et Lascaux en 1940. Les peintures sont réalisées entre moins 35 000 et moins 15 000 avant notre ère, soit pendant presque toute la période du Paléolithique supérieur. Les représentations sont variées mais sont majoritairement animales, presque toujours de profil. Le bestiaire préhistorique se compose de bisons, taureaux, chevaux sauvages, mammouths, ours, cerfs et même des pingouins. Les représentations humaines sont rares et encore plus rarement complètes. Les hommes sont souvent représentés avec une hybridation animale, comme l'homme bison ou l'homme oiseau de Lascaux. Les représentations de femmes se limitent, elles, souvent à leur poitrine ou à leur sexe. Un peu comme aujourd'hui en fait. Parfois, souvent en fait, les peintures sont associées à des symboles tels que des taches ou des traits, dont la signification n'est pas toujours évidente. Les peintures sont réalisées avec des pigments minéraux tels que l'ocre ou le charbon. Elles sont appliquées sur la paroi à l'aide de pinceaux en matière végétale ou animale, ou avec les doigts. Les remplissages de couleurs sont réalisés avec des tampons, qui s'occupe du montage là? Ou alors avec la technique du soufflet, qui consiste à souffler les pigments avec la bouche ou un roseau afin de réaliser des contours, comme c'est le cas pour les chevaux de la grotte du Pêche-au-Merle, des remplissages ou encore des empreintes de main, dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais alors quel est le sens de ces représentations? Eh ben on sait pas vraiment en fait. Mais de nombreuses théories ont circulé sur le sujet. On parle d'abord d'art pour l'art. Une théorie qui propose que les Cro-Magnons auraient soudainement décidé de faire des dessins pour faire plus joli dans la grotte, tout au fond des cavernes, là où il fait nuit noire, et que c'est pas très facile d'y accéder. Ça va pas être ça. Plus tard, l'abbé Breuil propose la théorie de la chasse magique. Les animaux seraient représentés afin de porter chance pour leur chasse. Hypothèse qui n'est encore une fois pas valable puisque les animaux dessinés ne sont pas nécessairement les animaux consommés sur le site. Pendant longtemps, on a aussi cru à une évolution de l'art, c'est-à-dire que les peintures les plus récentes seraient les plus détaillées et les plus belles. Ce qui est également faux, mais encore comme aujourd'hui en fait. Et on s'en rend compte en 1994 lors de la découverte de la grotte de Chauvet. Cette grotte abrite des peintures qui datent d'il y a environ moins 35 000 ans, soit les plus anciennes jamais découvertes en France à l'époque. Et pourtant, cette grotte contient non seulement des animaux qui n'avaient jamais été vus ailleurs, tels que des lions, mais aussi des représentations de troupeaux ou même de décomposition du mouvement, ce qui est alors inédit. L'art pariétal témoigne d'au moins une chose, l'existence d'une activité artistique collective. Et oui, les peintures ne sont pas l'œuvre de quelques Cro-Magnons isolés. Et on peut s'en rendre compte avec par exemple les décors de mains de la grotte du Coscar. Cette grotte contient des empreintes de mains d'hommes et de femmes, d'enfants et d'adultes. Certaines mains comportent des phalanges manquantes, ce qui pourrait signifier soit une mutilation, soit un langage en signes. Ces empreintes de mains sont dites négatives car elles sont réalisées avec la technique du soufflet. Mais il existe aussi des empreintes de mains positives lorsque la main est posée dans la peinture puis sur la paroi. En tout, on estime à environ 200 le nombre de grottes ornées présentes en Europe. Et personnellement, j'espère qu'on n'arrêtera pas d'en découvrir. Encore une fois, je n'ai pas fait une liste exhaustive de toutes les grottes intéressantes ou de toutes les choses à savoir, par peur d'être ennuyante ou répétitive. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous plaît, je pourrais faire une seconde partie. Vous avez aussi le droit de vous en foutre. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et je vous laisse cette citation de Michel Buton. Le premier moteur de recherche de l'archéologue est l'émerveillement. Le désir d'une connaissance historique ne vient qu'après.